Il est 11h03. Merci d'être avec nous. Voilà un débat qui, j'en suis persuadé, va vous faire réagir extrêmement nombreux. 0826 300 300 pour réagir, vous savez. Est-ce que la liberté d'expression régresse en France? Alors, nous avons plusieurs invités par ordre alphabétique. Philippe Bilger, magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole. Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Vous le retrouvez régulièrement sur l'antenne de Sud Radio. Avec nous, maître Alain Jakubowicz, avocat pénaliste, spécialiste du droit de la presse. Alain Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Tout à l'heure au téléphone, nous serons avec François Jost, sociologue des médias, qui interviendra dans ce débat, et Michel Onfray, philosophe et essayiste, qui aussi interviendra dans ce débat. Alors, est-ce que la liberté d'expression régresse en France? Je vous pose la question, Philippe Bilger. Moi, je répondrai par l'affirmative, Jean-Jacques, et évidemment, je ne veux pas être trop long dès votre première question. Je crois qu'elle régresse pour 2-3 raisons fondamentales. D'abord, il me semble qu'une tonalité générale de notre démocratie n'est plus habituée à ce que la liberté d'expression permet de dire ou de ne pas dire. Deuxième point, je crois qu'une dérive s'est opérée depuis quelques années qui fait qu'en définitive, on ne demande plus à un écrit ou à une parole de savoir si elle est vraie ou fausse, mais on se demande simplement, ce qui me paraît une perversion, si elle a le droit ou non de s'exprimer. Autrement dit, on remplace l'exigence de vérité par l'obligation de décence. Et troisième élément, j'ai terminé là-dessus, Jean-Jacques, c'est le fait que il me semble que la défaillance de la culture générale aujourd'hui en France fait qu'on n'est plus capable d'avoir un fond très vigoureux avec une forme acceptable. Et donc, on se permet... il y a des insultes, des grossièretés qui viennent non pas d'entorse à la liberté d'expression, mais tout simplement parce que le commun des citoyens, sans l'ombre d'un mépris, et je pourrais même parler des médias, ne maîtrise plus suffisamment le langage pour avoir une forme acceptable, même dans un fond vigoureux. Bien, Alain Jakubowicz. Écoutez, votre question est simple, la réponse l'est tout autant. Oui, bien sûr que la liberté d'expression régresse. C'est d'ailleurs paradoxal parce qu'en même temps, la liberté de parole, elle, augmente. Oui. Ce que je voudrais souligner au début de ce débat, c'est que c'est les causes, alors on va les étudier, de cette régression de la liberté d'expression. C'est pas parce que la loi est plus liberticide. Pas du tout. Pas du tout. Très souvent, c'est de l'auto... c'est des gens qui se limitent eux-mêmes parce qu'ils ont peur. En certaines circonstances, ils ont bien raison d'avoir peur. Hein, je sors du procès Charlie Hebdo, donc effectivement, il y a de quoi effectivement réfléchir. Et puis, il y a aussi, mais ça je considère que c'est vain, mais nous en parlerons, la peur du procès. On dit, on ne peut plus rien dire parce qu'on est tout de suite attaqué par des associations, etc. Je pense qu'on en parlera. En tout cas, la réponse à votre question est simple, elle est claire. Bien sûr que la liberté d'expression a régressé, mais c'est un phénomène social, c'est pas un phénomène juridique, ce n'est pas l'État qui est plus liberticide, c'est que effectivement, aujourd'hui, dans notre société, on fait plus attention. Donc, pour vous, c'est un phénomène social, ce n'est pas un phénomène politique. Hein, on est bien d'accord, Philippe Bilger, ce n'est pas politique. Moi, je ne suis pas... On n'est pas en Russie, hein. Vous voulez que je vous dise... On n'est pas en Russie, il faut quand même le dire. Vous voulez que je vous dise, je vais m'amuser à être un peu à contre-courant. Moi, je pense que la liberté d'expression ne régresse pas vraiment. Mais... je ne vais pas donner mon avis, je vous le dis, mais je vais poser des questions qui vont vous permettre de comprendre pourquoi je pense ça. Tout dépend, cher ami, c'est ce que je viens de dire. Tout dépend sur quel plan vous vous posez. Parce que moi, je parle qu'il y a plus d'autocensure que de régression de la liberté d'expression. Plus d'autocensure. Une énorme autocensure. Plus qu'une régression imposée. Absolument. On est bien d'accord, il n'y a pas de régression imposée par un pouvoir, quel qu'il soit. Non, ni par les juges. Par les juges. Sinon que je dirais, d'une certaine manière, il y a une régression de caractère politique. Parce que, bien sûr, il me semble que le pouvoir...
aujourd'hui ou hier, devient de plus en plus susceptible face à des atteintes qui hier auraient été admises. Je suis frappé de voir dans la quotidienneté médiatique, par exemple Jean-Jacques, le fait que lorsque on a des affrontements parfaitement normaux, regardez le nombre de médias, de sites qui qualifient immédiatement de clash, ce qui est tout simplement un échange dans sa vérité et sa crudité. Non, mais ça, je comprends très bien. Mais pardon, puisqu'on parle de médias, mettons-nous en cause un peu. Ça nous fait du bien de se mettre en cause. Vous savez quel est le vrai problème? Peut-être, je vous pose la question, concernant les médias. C'est quoi? C'est que les médias aujourd'hui passent trop vite du fait au commentaire, en oubliant l'explication, en oubliant l'analyse d'un fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met tout de suite sur la place publique le fait et tout de suite, on passe au commentaire. Et on a de la chance quand on a le fait. Et on a la chance quand on a le fait réel. Ouais. Le fait réel. Mais il faut rappeler quand même, je voudrais rappeler que la première fois qu'on a parlé de liberté d'expression, c'était en 1776. Hein, on sera d'accord avec les États-Unis. Hein, ensuite, on a liberté d'expression, 1780, la Révolution. Enfin bon, mais Napoléon arrivant au pouvoir, liberté d'expression, tout de suite, elle a été vite étouffée. Donc, sur le terrain purement politique, je voulais commencer par ça, parce que sur le terrain purement politique, on se doit de faire la différence entre la liberté d'expression dont nous jouissons ici en France, dans un pays démocratique, parce que j'entends partout, nous vivons en dictature, j'entends ça dans la rue, à droite, à gauche, partout j'entends ça. Qu'en pensez-vous? Nous vivons en dictature ou pas? Non, mais c'est une absurdité. Vous avez totalement raison de le penser, Jean-Jacques. Et d'ailleurs, ça relève de ce que j'indiquais tout à l'heure, une inflation verbale, une inflation du langage et une inculture historique, de la même manière que de qualifier en permanence de fascistes ou de nazis des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est une inculture de la modernité d'aujourd'hui. C'est dramatique. Et une maîtrise totalement insuffisante du langage qui crée une sorte de volupté de l'insulte. Alors qu'en réalité, il faudrait savoir maîtriser sa forme pour précisément dire ce qu'on pense, même dans la plus grande vigueur possible. Alain Jakubowicz. Oui, nous vivons dans un état de droit, dans une démocratie, il faut le rappeler. Un état de droit avec des contre-pouvoirs qui fonctionnent extrêmement bien, avec des institutions, avec un conseil constitutionnel, un conseil d'État qui a de nouvelles prérogatives, une justice qui est indépendante. Je sais qu'on n'aime pas quand on dit cela, mais c'est la réalité, même s'il peut y avoir des excès. Pour moi, le mal suprême, c'est le relativisme. Tout égale tout. Et je pense que l'une des plus belles conneries, pardonnez-moi l'expression, que ma génération a prononcée en mai 68, c'était CRS-SS. C'est d'une absurdité totale. Aucun CRS ne sera jamais un SS. Et aujourd'hui, on compare, fascistes, nazis, enfin bon, c'est relativiser le fascisme et le nazisme. Oui. Et lorsque l'on dit, par exemple, l'État est raciste, vous parliez de... Non, l'État n'est pas raciste. Il y a des racistes en France, point. Mais l'État n'est pas raciste. Donc, par rapport à la liberté d'expression, c'est exactement cela. Nous avons une totale liberté dans notre pays. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui des lobbies, il y a effectivement toute une série de gens qui veulent limiter la liberté d'expression et qui font une pression telle auprès de telle ou telle personne, tel ou tel corps social, telle ou telle profession, qu'effectivement, les gens préfèrent se taire. Alors, on le sait bien, la liberté d'expression, et nous allons le rappeler, s'exerce dans le cadre de la loi. Il y a des lois précise. On va y revenir après la pub, mais auparavant, j'ai demandé à Félix Mathieu de regarder quand ce cadre était parfois mise à mal dans l'espace public. Félix. Oui, la libre communication des pensées, des opinions, c'est un des droits les plus précieux de l'homme, nous dit l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors parmi ces abus, il y a l'injure, la diffamation, la provocation au crime et délit, l'apologie du terrorisme, les incitations à la haine ou encore, depuis 1990, le révisionnisme à la contestation de crimes contre l'humanité.
l'impunité. Une fois tout cela dit, il n'est pas rare d'entendre des slogans qui semblent effectivement outrepasser ses limites. Là, c'était tout récemment du côté de Lyon. Des exemples, on peut aussi en trouver à l'autre bout du spectre politique. Alors traditionnellement, on a tendance à opposer notre conception de la liberté d'expression à celle des États-Unis, supposée plus absolue, sans limite, à la libertarienne, où l'on pourrait tout dire, même le pire. En réalité, les mesures prises sur les réseaux sociaux, par exemple après l'assaut du Capitole, ont prouvé que même là-bas, c'est une liberté quand même qui peut trouver certaines limites. Bien, il est 11h14, un peu de pub, et ensuite nous continuons notre débat. Et Joseph, qui est à Nîmes, veut intervenir grâce aux réseaux sociaux. Nous avons plus de liberté de parole, nous dit Joseph, mais paradoxalement, moins de liberté d'expression. À tout de suite. Bien, il est 11h17. Merci d'être avec nous. Prenons Joseph, qui est nîmois et qui a souhaité intervenir dans ce débat. Bonjour Joseph. Bonjour à vous, bonjour aux personnes qui sont avec vous sur le plateau et bien entendu, bien sûr, à tous vos auditeurs. Donc j'en fais partie. Voilà. Merci beaucoup Joseph. Merci. Joseph, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de la liberté d'expression ? À la question, est-ce qu'on a plus de liberté d'expression aujourd'hui ? Est-ce qu'elle régresse ? Ma question, c'est la liberté d'expression régresse-t-elle ? Non, je peux pas dire ça. Pour moi, je pense que les gens aujourd'hui, et je le disais au standard, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'expriment davantage qu'auparavant. Et tout ça par le biais des réseaux sociaux, tout confondus. Mais là où c'est un peu tendancieux tout ça, c'est que les réseaux sociaux, la libre expression aujourd'hui, elle nous est accordée davantage par ces biais-là, mais elle est dangereuse parce que moi je dis bien souvent que cette libre expression aujourd'hui que nous avons à travers ces réseaux et autres, ou même dans le public lors des assemblées, on a encore vu un exemple dernièrement sur un plateau que je ne citerai pas, notre ministre Darmanin était en discussion avec une dame et cette dame lui dit « Moi je vais vous dire ma pensée, mais ne vous m'attaquez pas en diffamation ». Ce que je veux dire par là, c'est que on retrouve aujourd'hui beaucoup de personnes convoquées dans les tribunaux alors que déjà ils sont surchargés parce qu'il y a cette libre expression qui fait que c'est du n'importe quoi. Honnêtement, on nous fait croire que nous avons le droit d'avoir notre propre libre expression, mais moi comme je dis, nous sommes dans du simulacre de démocratie aujourd'hui. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Alors quand j'entends des gens qui disent « Ne dites pas que vous êtes en dictature parce que nous sommes en démocratie », alors j'aimerais qu'ils me donnent vraiment la définition de la démocratie. Et lorsqu'on a dernièrement, je ne vais pas remonter lorsque nous sommes passés en Europe, mais lorsque M. Macron veut faire sa réforme qu'il fait aujourd'hui et qu'il ne nous demande pas notre libre expression à travers un référendum concernant... Vous parlez de la réforme laquelle ? La réforme des retraites, Joseph ? Réforme des retraites, alors que nous étions 70% voire un peu plus à être hostiles à cette réforme. Donc... Si on n'est pas en dictature, alors qu'on se sert du 9... Joseph, vous êtes persuadé que nous vivons en dictature ? Je vous pose franchement la question. Vous êtes persuadé que vous ne pouvez plus rien dire, ni rien faire, ni exprimer votre opinion. Vous savez que dans une dictature, l'expression de l'opinion est impossible. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vivez dans une dictature ? Non, c'est pour ça que je vous disais que non, mais que c'était à couteau tranchant, dans la mesure où nous avons plus la libre expression, mais nous sommes plus sévèrement punis par cette libre expression à travers ce que nous pouvons dire. Joseph, là vous avez dit ce que vous avez dit, vous ne serez pas puni, je vous rassure tout de suite, ni par nous, ni censuré, ni par l'État, Joseph. Donc vous avez le droit de critiquer et moi j'encourage la critique, qui est toujours utile dès qu'elle est constructive, dès qu'elle pose les questions, elle est évidemment utile. Merci Joseph, j'ai compris votre position. Bon, voilà, c'est là où il y a une ambiguïté. Beaucoup d'expressions sur les réseaux sociaux, énormément d'expressions, un peu à tort et à travers parfois. Et moi, je lis des choses tous les jours, nous tous, qui me hérissent. Mais d'où qu'elles viennent ? Mais ça me hérisse. Je ne comprends pas, c'est une bêtise absolue, d'un obscurantisme. Plus que de la bêtise. Pour moi, c'est de l'obscurantisme, ce qui est plus grave, me semble-t-il encore. Bon, et en même temps, Joseph a toutes ces... Et il se sent privé de sa liberté, en quelque sorte. Il se sent
Mais on peut comprendre ça ou pas, Jean-Jacques, il y avait, me semble-t-il, dans la première pensée de Joseph, quelque chose d'assez pertinent. L'opposition qu'il fait entre la multiplication pour le commun des gens de l'expression, tout le monde peut parler, mais en même temps, et paradoxalement, il y a une baisse de la liberté d'expression dans ce qu'elle doit avoir de civilisé, de maîtrisé, d'authentique. Je trouve que c'est pas faux ce qu'il a dit. Alain Jakubowicz. C'est quand même assez singulier, c'est-à-dire que ce sont les gens qui disent qui tiennent les propos les plus outranciers, qui les divulguent le plus largement sur les réseaux sociaux, ailleurs, sur les chaînes de télévision, etc., qui en même temps disent on n'a plus le droit de rien dire. C'est vrai. C'est quand même assez ahurissant. Jamais on a dit de telles horreurs et on a diffuser aussi largement ces horreurs depuis l'avènement des réseaux sociaux, de certaines chaînes de télévision, de radio, etc., et qui en même temps, on n'a plus le droit de rien dire. C'est vrai. C'est vrai. Quel paradoxe. Mais pourquoi? Il faut s'interroger. Pourquoi ce paradoxe? Mais en même temps, Jean-Jacques, je rejoins ce qu'a dit Maître Jakubowicz, mais en même temps, on a par moments des pudeurs de chaisière. Oui. C'est-à-dire que des choses parfaitement normales scandalisent. Non, mais disons-le clairement, c'est sur certains sujets. Les sujets religieux. Et en fait, disons clairement mais les pas choses. Seulement. Pas seulement. Aujourd'hui, les sujets religieux, historiques. Et puis également tout ce qui tourne aujourd'hui autour du phénomène MeToo, etc., où aujourd'hui, clairement, on ne peut plus, alors peut-être que c'est une bonne chose, j'en sais rien, je ne porte pas de jugement de valeur ici, ni de morale, mais c'est vrai que aujourd'hui, on fait très attention, même à des choses qui sont très curieuses d'utiliser. Par exemple, moi j'ai pris cette habitude de dire celles et ceux, alors que je disais toujours ceux. Et voilà. Et c'est vrai que, est-ce que c'est une atteinte à ma liberté d'expression? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr mais c'est vrai qu'il y a une pression sociale. C'est donc une autocensure. C'est donc une censure qui ne dit pas son nom. Mais il peut y avoir de la censure positive aussi. Oui, je veux dire qu'on n'est pas obligé de citer des noms d'oiseaux sans cesse, d'être irrévérencieux à l'égard de la jante féminine, etc. Il peut y avoir des choses positives aussi dans cela. Il y a 50%, je citais l'exemple là, 50% des professeurs qui choisissent de s'auto-censurer en classe sur les sujets religieux. C'est une réalité aujourd'hui, il faut le dire. Mais précisément, Jean-Jacques, c'est ce que j'évoquais, pourquoi s'auto-censurent? Parce qu'ils ne sont pas assez assurés eux-mêmes dans leur capacité d'exprimer leur point de vue sur des sujets qualifiés de sensibles. Moi, je crois beaucoup à cela. Mais ils n'ont pas l'interdiction de le faire, de telle sorte qu'en réalité, il n'y a pas d'atteinte à leur liberté d'expression, mais ils craignent de ne pas être soutenus, ou parfois pire, s'ils le font. Voilà, c'est là qu'est la contradiction. Bien, François Jost, bonjour. Bonjour. Merci, sociologue des médias. François Jost, vous écoutez ce débat et je vous repose évidemment la question, est-ce que la liberté d'expression est en recul en France ? Alors, moi, si on prend un peu de recul, si vous voulez, je dirais que pendant longtemps, la liberté d'expression était entravée d'une façon verticale. C'est-à-dire que les pouvoirs empêchait, par exemple, sous De Gaulle, à l'opposition de venir parler. On se faisait virer pour un propos maladroit, etc. Donc c'était une censure verticale, comme on en a actuellement, comme on peut le voir justement dans quelque chose qui ressemble à une dictature comme la Russie, où l'on voit que personne n'ose venir au journal télévisé dire le contraire de Poutine. Ou en tout cas, on sait que c'est vrai, c'est une réalité. Ça finit mal. Alors, aujourd'hui, je pense qu'en France, dire qu'il y a une dictature, c'est une absurdité. La preuve, c'est qu'on est en train de parler de liberté d'expression et qu'on ne nous empêche pas de le faire. En revanche, il y a un manque de liberté un problème de liberté d'expression du point de vue horizontal. C'est-à-dire que c'est nous, entre citoyens, qui nous empêchons les uns les autres de parler. Et c'est, d'une part, si vous voulez, ça veut dire que la liberté d'expression n'est plus régulée seulement par des autorités, mais par nous-mêmes, et que nous, finalement, nous empêchons de parler. Et en plus, ce qui me paraît très grave, c'est que on peut dire, vous dites des conneries, je suis pas d'accord avec vous, etc. Mais aujourd'hui, c'est tout de suite une menace de mort. C'est une menace de mort pour une professeure dont on a choisi le sujet au bac et qu'on lui reproche d'être elle-même.
c'est parce que des raisons religieuses, vous l'avez dit, mais des choses parfois beaucoup moins importantes qui aboutissent à une pression qu'on ne connaissait pas de la part des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens entre eux se disent « moi je vais te faire la peau, je vais te tuer parce que tu as dit ça ». Ça, c'est une angoisse permanente, évidemment, d'où l'autocensure. C'est l'angoisse permanente pour un intellectuel parce que on a envie de dire des choses, mais on n'a pas non plus envie que de voir sa famille menacée. Donc voilà, c'est ça, c'est à mon avis, c'est ça la transformation de la liberté d'expression dans notre pays. Bien, François Jost, votre parole est précieuse. Nous vous gardons. Et il y a une petite page de pub à observer, c'est l'heure. Ensuite, François Jost reste avec nous. Nous sommes avec Philippe Bilger et Alain Jakubowicz. Et Antoine aussi nous appelle de Toulouse, Haute-Garonne, qui pense que certains font la police de la bien-pensance, notamment sur les réseaux sociaux. Et ces associations inhibent la parole. Nous dit Antoine, à tout de suite, 11h27. Personnel. Bon, il est 11h30. Merci d'être avec nous, 0826 300 300. Nous sommes avec Philippe Bilger, qui est magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, Alain Jakubowicz, qui est avocat pénaliste, spécialiste du droit de la presse. Nous sommes avec vous aussi François Jost, sociologue des médias, qui est en direct. Et nous sommes avec vous au 0826 300 300. Antoine, par exemple, qui est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Antoine et de participer à notre émission. Ça fait plaisir, hein, parce que moi j'aime bien vos témoignages d'abord. Ce qui m'intéresse chez l'auditeur, c'est le témoignage d'abord et ensuite les remarques. Alors Antoine, on vous écoute. Écoutez, merci. Déjà, ça montre qu'on n'est pas en dictature, le fait que vous me donnez la parole à l'antenne comme ça. Mais moi, je voulais réagir et surtout, en fait, donner mon accord avec la personne qui parlait juste avant moi. En fait, effectivement... François Jost. Voilà, exactement. Que, en fait, nous, en France, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai. C'est une chance que nous avons. Malheureusement, en fait, c'est que maintenant, les gens, avec les réseaux sociaux, utilisent cette liberté d'expression pour bloquer celle des autres. Dès que nous avons une idée qui n'est pas qui n'est pas consensuelle, je cherchais le mot, et tout de suite, nous avons une marée humaine qui nous arrive dessus, en fait, et qui nous envoie énormément de messages, qui nous envoie beaucoup de haine pour nous dire que nous n'avons pas la même idée qu'eux. Et on peut s'apparenter ça maintenant, en fait, que dès qu'on a une opinion divergente de la masse, on peut dire que c'est quasiment un suicide social, en fait. Moi, par exemple, pour mon témoignage, je peux dire que plusieurs fois sur Twitter, par exemple, j'ai eu des opinions qui n'étaient pas celles de tout le monde sur l'immigration, sur la santé, sur la police, sur des choses comme ça. Et j'ai reçu énormément de messages. Et la seule solution que j'ai eue, en fait, pour me protéger de ces messages, c'est de me désinscrire de Twitter, de me désinscrire des réseaux sociaux, et donc derrière de me museler moi-même. Voilà, alors la censure pratiquée par les autres, dès qu'on a une parole différente, ça existe, mais Alain Jakubowicz, oui, je vous vois réagir. Savez, oui, je réagis parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, et oui, ça fait référence à votre propos liminaire. Les réseaux sociaux, c'est pas nous. Non. Les réseaux sociaux, c'est les États-Unis d'Amérique. Twitter, c'est américain. Facebook, c'est américain. En réalité, ils ont importé chez nous et dans le monde leur vision de la liberté d'expression, qui n'est pas la nôtre. Et forcément, à certains moments, il y a un télescopage. D'ailleurs, j'en parle en connaissance de cause. L'utilisation est la même. Puisque je suis d'accord avec le monsieur, mais le truc, la chose, c'est que oui, effectivement, la société Twitter, Facebook et compagnie sont des sociétés américaines, mais les gens qui sont dessus ne sont pas que américains. Donc aussi, quelque part, c'est une forme d'autocensure nationale que nous avons nous-mêmes. Je pense. Donc de mettre tout sur le dos. Alors je suis le premier à dire que quelquefois les Américains mettent leur nez un peu partout, mais là je pense que c'est un peu facile de se dédouaner sur les autres. Je pense qu'il y a un manque d'éducation sur le débat en France. C'est le principe. Bien, merci Antoine. Un manque d'éducation sur le débat, un manque de... moi j'appelle ça, mais c'est un vieux, l'art de la conversation. Mais l'art de la conversation, conversation ça paraît un peu... On n'est pas dans la conversation. On n'est pas dans la conversation. On est dans l'invective.
est dans l'invective. Et l'insulte, l'injure, l'invective. Mais Jean-Jacques, et ensuite François Jost. Oui. Je rejoins ce qu'a dit Antoine. Moi, je défends les réseaux sociaux, c'est clair. Oui. Je veux ne pas reprendre la comparaison avec Ésope, ça me paraît évident. Mais Antoine a de la chance quand sur Twitter, par exemple, on contredit sa pensée de manière courtoise et qu'on oppose la sienne. Mais je suis persuadé que pour certains, les réseaux sociaux sont un cloaque voulu pour exprimer une malfaisance qui ne se soucie absolument plus des messages intellectuels. Il est clair que pour certains, c'est le droit d'insulter uniquement. C'est devenu un espace d'insulte, pour le certains, droit d'insulter. Pour certains. Bien, François Jost. D'où l'anonymat d'ailleurs. François Jost, qu'en pensez-vous? Je voudrais revenir sur ce que disait Maître Jakubowicz sur le fait que ce sont des sociétés américaines, ces réseaux sociaux. Ça me paraît effectivement très important parce que c'est pas la même conception de la liberté. Effectivement, chez nous, la liberté est quand même limitée par des points, par exemple, dans la liberté d'expression, on n'a pas le droit d'être raciste, on n'a pas le droit d'être homophobe, on n'a pas le droit d'être antisémite, etc. Et donc, il y a des limites que ne connaissent pas les Américains, qui peuvent affirmer n'importe quoi, y compris des propos racistes. Et donc, effectivement, je pense que le fait que ça soit dirigé par une idéologie américaine, ça change beaucoup de choses. Oui, ça change beaucoup de choses dans la mesure où, évidemment, compte tenu de cette culture américaine, on ne limite pas l'expression. Alors, mais regardez à quel point, pour répondre à François Jost, Twitter est en train d'être gangrené aussi par une conception française de la liberté d'expression et que Twitter n'hésite pas à censurer des parties de paroles qui ne lui plaisent pas. Hein. Alors, deux choses. La première, rappelons, parce que c'est important, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je ne veux pas faire ici une leçon de droit. C'est cet article qui pose le principe de la liberté d'expression, qui est intangible. Mais on oublie toujours qu'il y a un deuxième alinéa à cet article, contrairement aux États-Unis d'Amérique, qui dit, dans certaines circonstances, l'État de droit a non seulement le pouvoir, mais l'obligation de limiter cette liberté quand elle porte atteinte aux libertés des autres. Et ça c'est totalement contraire, c'est quelque chose que les Américains n'acceptent pas. Donc, d'essence même, les réseaux sociaux sont contraires à notre conception et notre vision de la liberté, notamment de la liberté d'expression. Michel Onfray est avec nous. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci d'être avec nous, philosophe, essayiste. Michel Onfray, est-ce que la liberté d'expression régresse dans notre pays ? Non, parce que je pense qu'elle est vraiment totale et c'est ça la catastrophe, c'est-à-dire n'importe qui peut dire n'importe quoi et surtout la critique est totale aussi, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de logique de vérité, qu'on est dans des logiques de post-vérité, les propos les plus stupides peuvent être présentés à égalité avec les propos les plus intelligents, c'est-à-dire que n'importe quel crétin donnant son opinion, ça vaut aussi cher que quelqu'un qui a passé sa vie sur un sujet. Ça me fait plaisir d'entendre ça, je vous le dis tout de suite parce que je suis à fond, totalement en accord avec cela, c'est-à-dire qu'on met aujourd'hui sur le même plan tous les propos, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Michel Onfray. Absolument, c'est-à-dire que on peut calomnier, on peut dire n'importe quoi, on peut dire que la Terre est plate, on peut dire que, je ne sais pas, Napoléon n'a pas existé, on peut dire que, on a vu avec la question sanitaire, le vaccin, tout a été dit et le contraire de tout, on a vu des scientifiques dire tout et n'importe quoi, et puis les gens sont dans des logiques maintenant qui sont militantes, c'est-à-dire que comme ils sont perdus, ils ont une boussole qui est leur boussole politique, alors ils vont voir tel site parce qu'ils ne voient que tel site ou tel journal, et puis la vérité est là, c'est-à-dire il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'intelligence. Vous savez, Raoul Vaneigem, qui est un ancien 68ard, avait écrit un livre en disant qu'il fallait une liberté d'expression totale, parce que finalement la vérité finirait toujours par surgir. Et ça, c'est une option libérale. C'est le point de jonction entre les libéraux et les libertaires. Cette idée que finalement la vérité finit par triompher tout le temps. Ce qui est faux. Je pense que le mensonge peut triompher quand des gens entretiennent sciemment le mensonge, et c'est aujourd'hui le cas. Dans l'histoire, dans l'histoire, le mensonge a triomphé, Michel Onfray.
Oui, c'est-à-dire que sur la planète entière, d'ailleurs, on ne dit pas exactement la même chose. Moi, j'avais été très étonné de voir que Mein Kampf, par exemple, est un best-seller dans les librairies en Inde. Et chez nous, vous avez vu toutes les difficultés qu'on a à rééditer Mein Kampf avec une édition extrêmement scientifique, c'est-à-dire pas du tout prosélyte. Donc effectivement, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme disait Pascal, et on est dans cette hypothèse. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors, d'abord, est-ce inquiétant? Est-ce irréversible? Michel Onfray? Oui, c'est réversible parce que c'est planétaire. C'est-à-dire que les sites révisionnistes et négationnistes, par exemple, normalement sont coupables. C'est-à-dire si vous tenez un propos niant les chambres à gaz dans un journal, d'ailleurs le journal ne le passera pas, je dirais dans un livre, mais même chose, le livre ne le passera pas, ce propos. Mais en revanche, sur le net, vous pouvez le faire. Et si on veut vous chercher, on ne vous trouve pas. On trouve une espèce d'adresse qui est perdue quelque part. Et on ne peut pas faire fonctionner le droit français, par exemple, sur un site qui serait dans je ne sais quel endroit du monde. Donc effectivement, dans la mesure où c'est la planète qui fait la loi, désormais, la loi nationale ne peut plus fonctionner. Est-ce que trop de liberté d'expression tue la liberté, Michel Onfray? Oui, parce que ça va de pair avec un certain nombre d'autres choses. Par exemple, l'inculture, le fait qu'à l'école, on n'apprenne plus à lire, à écrire, à compter, à penser, c'est-à-dire à démonter l'information pour voir ce qu'il y a de fait, de factuel, et ce qu'il y a de commentaire. Moi, je faisais ça avec mes élèves, j'étais 20 ans prof dans un lycée, et vous savez, les charpentiers avaient des crayons de deux couleurs. D'un côté, c'était rouge, d'un côté, c'était bleu, et je disais à mes élèves, soulignez ce qui est factuel, et soulignez en rouge, par exemple, et soulignez ce qui est commentaire en bleu. Alors qu'aujourd'hui, tout est mélangé, c'est-à-dire que il n'y a plus de faits, il n'y a plus que des interprétations, il n'y a plus que de la moralité. Dites-moi, Michel Onfray, on devrait exercer l'enseignement de la même manière dans les écoles de journalisme, sans être... Oui, vous avez tellement raison. C'est effectivement ce qu'il faudrait enseigner dans les écoles de journalistes où on n'enseigne pas ça, on enseigne exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Je suis totalement d'accord avec vous, Michel Onfray. Merci. Merci. Merci vraiment. Vous êtes d'accord avec Michel Onfray sur ses remarques? Oui et non. J'aime beaucoup Michel Onfray. Mais vous posiez une question, Jean-Jacques, en disant est-ce qu'on a trop de liberté d'expression? Pour ma part, je ne dirais jamais qu'on en a trop. Bon. La description tout à fait pessimiste qu'en fait Michel Onfray est sans doute vraie, mais à côté de cela, et au contraire, on peut craindre une judiciarisation forcenée de la pensée, de la liberté, un caporalisme judiciaire. Moi, je trouve un petit peu dommage, par exemple, que aujourd'hui la liberté d'expression soit atténuée, amendée, voire battue en brèche, parce que on considère que toute intelligence doit devenir en quelque sorte une parole molle, tiède, alors que l'intelligence, c'est aussi la capacité de relever des défis et une aptitude à l'imprévisibilité. Alain Jakubowicz. Moi, la question n'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas Michel Onfray. Moi, je souscris à chacune de ses paroles. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, y compris sur les excès de la liberté d'expression. Et de grâce, je m'adresse à vous, anciens magistrats. Enfin, depuis quand a-t-on peur de la judiciarisation? Je veux dire, encore une fois, le juge dans un état de droit, c'est celui qui fixe la limite. Donc je ne vois pas en quoi il peut être dangereux. Et d'ailleurs, Dieu sait si dans cette matière, le juge protège la liberté d'expression. Il a mis du temps. Aujourd'hui, gagner un procès en diffamation, je peux vous dire que c'est des hautes luttes. Aujourd'hui, vraiment, si vous allez devant les juges, on peut tout dire. On peut tout dire. C'est intéressant. Aujourd'hui, il est plus difficile de gagner un procès en diffamation. On n'en gagne plus. Qu'il y a 10, 20 ou 50 ans. Il faut vraiment. Il y a la loi. C'est d'ailleurs très curieux. Ce sont les mêmes qui critiquent l'Europe, qui revendique la Convention européenne des droits de l'homme, qui est hyper protectrice de la liberté d'expression, plus encore que notre loi nationale. Et puis, il y a toujours le débat d'intérêt national, donc d'intérêt général. Dès lors que vous êtes dans un débat d'intérêt général, aujourd'hui, vous pouvez tout dire. Donc, en fait, le juge, celui qui tient un propos n'a pas à craindre le juge. Et d'ailleurs, les spécialistes du droit de la presse déconseillent 90%, 95% des procès en diffamation devant les tribunaux, en disant faut pas y aller. Moi je peux vous dire que
tous les succès que j'ai remportés dernièrement, c'était parce que j'étais en défense, pas parce que j'étais en demande, hein, je peux vous dire. Donc, c'est pas vrai que la judiciarisation est un danger pour la société. Au contraire, quand on a recours au juge, on n'a plus recours à l'invective, on n'a plus recours. C'est une protection de l'état de droit. François Jost. Écoutez, moi je pense, je suis tout à fait d'accord avec Maître Jakubowicz. Non, je voulais revenir sur les propos de Monsieur Onfray. Oui. C'est vrai que, vous savez, depuis Platon, on se méfie de l'opinion, oui. Parce qu'on dit tout à l'heure toutes les opinions se valent. Le problème, c'est que effectivement, ce sont des opinions. C'est aujourd'hui. Moi, qui ai fait de philo il y a longtemps, je parlais du mot doxa. On parlait du mot doxa qui est devenu maintenant, tout le monde en parle, c'est devenu un lieu commun. Oui. C'est-à-dire c'est l'opinion. Or, ce que normalement on devrait avoir, c'est une modération, comment dire, rationnelle, intelligente des propos, et pas justement laisser s'affronter que des opinions. Il faudrait que ça soit des pensées bien constituées, si vous voulez. C'est la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est même pas des pensées qui s'opposent. Ce sont des émotions, des sentiments. Oui, c'est-à-dire qu'on ne pense plus, on laisse libre cours, on laisse aller ses propres sentiments et ses émotions. Absolument. Qui passent par-dessus la réflexion, vous voulez dire? Oui, bien sûr. C'est un peu élitiste. Et on va nous accuser d'être élitiste. Vous savez, j'entends déjà l'écho me revenir aux oreilles. Je connais ça par cœur. On va nous accuser d'être élitiste. Mais on peut dire, autre versant, que Platon essayait de mettre les philosophes en tête de la cité, que quand il a essayé vraiment dans la réalité, il n'a pas réussi. Et que les résultats ont été pitoyables. Donc, l'élite n'est pas forcément non plus non prédicable. Bien, merci François Jost de nous avoir accompagnés depuis de longues minutes, c'était passionnant. Et il est 11h46, je vais vous donner la parole. Non, mais je le fais, ne vous inquiétez pas. Et Sandrine aussi veut intervenir. Sandrine qui veut s'exprimer et qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. À tout de suite. Allez, nous allons prendre Sandrine. Il est déjà 11h49, ça passe très vite parce que c'est passionnant. Tout ce qui est dit depuis de longues minutes. Sandrine, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne. Vous êtes productrice de lait. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous vouliez dire à propos de la liberté d'expression. Que vouliez-vous dire ? Bonjour Bonjour Sandrine. Et bonjour à tous vos invités que j'apprécie énormément dans j'ai beaucoup aimé ce que vraiment ils ont dit. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Je voulais simplement dire que la liberté d'expression, on l'a. On n'est pas dans une dictature. Sauf que, en fait, il y a trop d'informations et qui va tuer la formation principale. Et après, au niveau des réseaux sociaux, par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai que souvent ils vont te mettre une image choc qui est souvent truquée parce que j'aime la photo. J'adore la photographie. Je suis une passionnée de photographie. Et on voit de suite là. Et alors après, ça fait débat dessus, mais très mauvais débat, et qui en fait n'ont même pas l'esprit. Je dirais, est-ce que c'est parce que c'est le mode de vie que nous vivons, où il faut aller vite, mais il faut même pas l'esprit d'aller sur Internet, d'aller voir, parce que c'est quand même d'aller chercher l'information. Alors, d'aller à la médiathèque, alors c'est vrai que des fois je donne des cours de zootechnie, elle n'est pas. Quand je leur parle de médiathèque, ils me regardent avec des grands yeux. Bon, c'est vrai que c'était à notre époque, à la bibliothèque, médiathèque, bon, j'ai 50 ans, donc c'était notre, il fallait aller chercher. Mais voilà, et ça, je dirais que c'est dommage. Et alors certains politiques qui me font rire, franchement, ils récitent souvent leurs textes parce qu'ils ont leur idée. Alors bon, je vais pas parler de nom, là, je parle pas de nom. Non. Donc après, dans l'association aussi, et ils sont tellement dans leur idée, mais à un moment donné, en fait, ils sont perdus dans leurs propres idées parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, finalement, ils n'ont plus de réponse à la question. Et c'est là où il y a ce manque de liberté d'expression. Voilà mon point de vue. Eh bien, merci Sandrine. Manque de connaissances pour avoir une liberté manque de connaissances pour avoir une liberté d'expression. Voilà. C'est très très intéressant ce que vous dites, Sandrine. Merci. Vous êtes d'accord ? On ne fait plus l'effort, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait plus ? D'abord parce que tout va trop vite. On a perdu un peu la notion de rapport au temps, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait plus l'effort d'aller s'informer ? Mais parce que de savoir, mais comprendre. Parce que c'est fatigant.
Non, mais je le dis. C'est quoi on a perdu la culture de l'effort. Mais ce sont trois blancs vieux qui parlent là à la radio là. Non, mais il suffit d'examiner avec vigilance et lucidité la quotidienneté. On se rend compte que respecter la liberté d'expression en la maintenant soi-même, et pas parce qu'il y a des juges quelque part dans des limites acceptables, c'est fatigant. Alain Jakubowicz. Le problème, on revient toujours aux réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus source d'information. Alors que c'est pas du tout leur vocation. C'est-à-dire que notamment les jeunes gens, l'information, ils l'attirent de. Oui. Ils vont sur TikTok, et s'informent que comme ça. Et donc, ils ne lisent. Et c'est pas à propos d'un vieux schnock, mais on lit plus de journaux, on ne confronte pas les idées. On va, et c'est ce que disait tout à l'heure Michel Onfray, on ne va que du côté de sa paroisse, si je peux employer que du côté de sa paroisse. Alors que c'est vrai que jadis, on s'informait en allant lire la presse de l'adversaire politique, ce qui aujourd'hui ne se fait plus. Jadis, tout dépend des époques. Jadis, parce que en 14-18, on ne pouvait pas critiquer la guerre. En 40, quand je 45, de jadis, 44, je parle Pétain avait censuré. Non, mais je parle de l'après-guerre, évidemment. Oui, de l'après-guerre. Bon, on n'aime pas ajouter, je rejoins Maître, on n'aime pas penser contre soi-même. C'est-à-dire, on n'aime jamais ajouter à ce qu'on pense la pensée de l'autre, et ça, c'est dramatique. Ça se résume à une seule chose, c'est que nous sommes dans un monde de certitude, alors que l'intelligence, c'est le doute. Voilà, tout est là. On ne fait qu'asséner des certitudes. Et vous pouvez aller dire, les gens aujourd'hui vous soutiennent effectivement qu'il fait nuit à midi. Et vous ne leur offrez pas des mordres. Vous leur dites, mais non, il ne fait pas nuit à midi. On est aujourd'hui inscrit dans un monde de certitude, alors qu'en fait, c'est le doute qui doit l'emporter. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Mais je continue à penser, Jean-Jacques, que d'abord, c'est une sorte de permanente vigilance sur soi-même. C'est-à-dire à la fois considérer que sa propre liberté d'expression est un impératif, et c'est-à-dire maîtriser ses émotions. Et considérer ses engagements. Que la contradiction est fondamentale, qu'on a le devoir de parler librement, mais qu'on a l'obligation de ne pas le faire n'importe comment. Alain Jakubowicz. Écoutez, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais ce que moi je veux faire. Et en fait, moi je ne désespère pas. D'abord, moi non plus. Je crois à ces valeurs. Je crois à notre triptyque républicain, je crois en la laïcité, eh bien je prends mon bâton de pèlerin et moi, à mon petit niveau, je vais dans les universités, je vais dans les écoles du barreau, je vais dans les écoles un peu moins, et je vais à la rencontre des jeunes gens, parce que c'est eux qui sont la France de demain. Et je crois que quand on arrive déjà à raisonner une personne et de lui ouvrir les chakras, de lui ouvrir les yeux au monde, à la contradiction, de lui donner envie, à la complexité. Je crois, même de lui simplement donner envie. Moi, je le vois lorsque je vais, et je l'ai fait encore dernièrement dans les universités, pour transmettre ma passion de ma profession, de cette vision du droit, de l'état de droit. Ça marche. Ces jeunes gens sont passionnés. Donc il ne faut pas non plus désespérer de tout le temps. Donc je n'ai pas de remède miracle. Je ne suis pas ministre de la République, mais à mon petit niveau, effectivement, je continue à me battre pour cette France que j'aime et à laquelle je crois. Philippe Bilger. C'est très beau ce que vient de dire Maître Jakubowicz. C'est la différence de nos tempéraments. Oui. Moi, je pense que chacun doit d'abord commencer par soi-même. La révolution, elle commence dans les forces intérieures et après on verra. Je n'ai pas la prétention. J'espère que les exemples qu'on peut donner vont persuader autrui peut-être de considérer que notre démarche n'est pas la pire. Et je regardais simplement, pour terminer, une photo venue de Chine où on traîne, j'emploie volontairement le mot, des citoyens dans des camps de quarantaine. Voilà. Là, c'est de la dictature. Oui, voilà.
bien sûr. Où nous ne vivons pas. Si nous pouvions commencer par arrêter le French bashing, je pense qu'on aurait déjà pas mal avancé. Je suis assez d'accord. On a au moins su distinguer démocratie et dictature grâce à vous, Jean-Jacques. Merci beaucoup, maître Jakubowicz. Merci Philippe Bilger. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés sur cette heure passionnante sur la liberté d'expression.